en plateau. Il remporte le vote populaire, Donald Trump, et ça, pour le coup, on s'y attendait pas forcément. C'est quand même une surprise. Oui, il y a trois surprises lors de cette élection. La première, c'est que on pensait que c'était une élection qui allait être très serrée et au final, Donald Trump semble bien parti, selon vos confrères du New York Times, pour remporter environ 312 grands électeurs. Donc, c'est-à-dire qu'il remporterait l'Arizona, le Nevada et le Michigan en plus par rapport à la carte et les résultats qui ont déjà été annoncés. L'autre point aussi, c'est qu'on s'attendait à des résultats qui étaient serrés dans les swing states. Or, dans les États comme la Pennsylvanie, qui était le grand État clé, Donald Trump l'emporterait entre 2 et 3 points d'avance par Kamala Harris, soit plus que l'écart de voix qu'il avait par rapport à Hillary Clinton en 2016. L'autre point, et c'est le point que vous soulignez, c'est que Donald Trump apparemment emporterait le vote populaire et très peu d'analystes, sinon quasiment aucun, prédisaient que Donald Trump pouvait gagner le vote populaire, même si les sondages montraient qu'il était dans une situation plus favorable en 2024 qu'il ne l'était en 2016 et en 2020. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments en fait. Le premier élément, moi je pense qui est important, c'est de montrer qu'il y a une sous-mobilisation des électeurs démocrates. Je suis actuellement à New York actuellement, pour vous donner un exemple, dans le New Jersey, qui est un État historiquement démocrate, en fait, Kamala Harris ne gagnerait cet État uniquement que de 5 points, alors que Joe Biden l'avait gagné de 16 points. La grande différence, c'est pas Trump qui fait plus de voix, en fait. C'est Kamala Harris qui fait 500 000, 600 000 voix de moins que Joe Biden. De la même manière que lorsque vous prenez le vote anticipé pour l'État clé de Pennsylvanie, alors que Joe Biden avait 1,1 million de voix d'avance en 2020, Kamala Harris n'en avait plus que 400 000. Donc, par rapport à ce qu'on a comme élément indiquant de la part des sondages sortis d'urne et des premiers éléments qu'on peut voir dans les différents comtés qui sont considérés comme stratégiques, le premier, c'est que les démocrates sont moins mobilisés qu'en 2020. Le deuxième élément, c'est que les électeurs ruraux de Trump se sont davantage mobilisés. Et le troisième point, si les sondages se confirment, mais ils ont l'air plutôt fiables parce qu'ils ont été réalisés dans plusieurs États en sondage de sortie d'urne, c'est que Donald Trump emporterait le voix des indépendants, notamment sur la question économique, parce que les indépendants, les électeurs qui sont ni démocrates, qui sont ni républicains, ont plutôt choisi Donald Trump en majorité, notamment sur sa capacité économique selon les sondages sortis d'urne. C'est quand même un sacré. Oui, tout à fait. Je reprends les mots qui ont été donnés précédemment par un interlocuteur qui disait que je pense que l'opposition viendra, dans l'hypothèse qui confirmerait que les républicains l'emporteraient à la Chambre des représentants, je pense que l'opposition viendrait de deux choses précisément, de la part des États qui pourraient ne pas appliquer certaines politiques, parce que les États ont beaucoup de pouvoir aux États-Unis et ont une grande part notamment sur la législation et pourraient refuser d'appliquer la politique de Donald Trump. L'autre point aussi, et ça a été fait lors du premier mandat, c'est que les juges notamment, pourrait également refuser d'appliquer sa politique. On se souvient notamment lorsque Donald Trump avait été élu la première fois, il avait mis en place ce qu'on appelait le Muslim ban, c'est-à-dire qu'il avait interdit pour certains pays de provenance, enfin pour certains immigrés de certaines provenances d'origine, notamment la Syrie, etc., de venir sur le territoire américain. Et les juges avaient bloqué son action. Donc je pense que l'opposition éventuelle viendrait plutôt de là. L'autre point qui est essentiel, et je pense que c'est le sujet du débat maintenant que Donald Trump est quasiment certain d'être élu, qui va vraisemblablement disposer d'une chambre, d'une majorité à la Chambre et au Sénat, c'est quel projet il veut mettre en place. Or, même si par cas il s'en est éloigné pendant la campagne présidentielle, il y a un projet qui est annoncé qui s'appelle le projet 2025, qui a été mis en place par l'Heritage Foundation et qui aurait inspiré le programme de Donald Trump, donc l'agenda 47. Et ce projet-là, c'est lui-même qui a ouvert la brèche en disant, lors de la campagne pendant un jour à un an, pour notamment réformer et renforcer le pouvoir du président des États-Unis, donc changer les institutions et renforcer un certain nombre de règles dans différentes agences. En fait, ce projet 2025 a été préparé du coup par un think tank qui prévoit en fait pour Donald Trump en disant qu'en 2016, il était venu de manière inexpérimentée et pas avec assez de personnes qualifiées et professionnelles, et a préparé un agenda pour que Donald Trump dispose de personnes et d'un programme de gouvernance pour chacune des administrations, notamment remettre la main sur le ministère de la Justice, etc. Et donc, si par cas Donald Trump n'a pas de contre-pouvoir dans les chambres, et notamment n'a pas d'opposition, il pourrait mettre en place ce projet dans la mesure où il a les mains libres, et surtout qu'il ne peut pas se représenter une nouvelle fois. Donc il n'a pas à craindre éventuellement des représailles en termes d'opinion publique ou en termes électoraux. Oui, effectivement, elle a perdu des deux côtés, parce que du côté des populations qui sont plutôt favorables à Gaza, ils ont vu la position de Kamala Harris comme trop modérée ou pas assez claire en faveur d'une opposition à Netanyahou. Et de l'autre côté, normalement, les Américains de confession juive, traditionnellement, votent beaucoup démocrates. Et là, on a vu que cette fois-ci, ils se sentaient notamment isolés, notamment sur la question de Gaza, et une partie d'entre eux se sont tournés vers Donald Trump, notamment, c'est symbolisé par un point, c'est Michael Bloomberg qui a mis, on lui a reproché, qui a mis beaucoup de temps avant de donner et de faire un don pour la campagne de Kamala Harris. Pour revenir ensuite après sur la relation américaine
Et Netanyahou a été très clair, hein, il a dit spécifiquement lorsqu'il était Premier ministre que jamais Israël et les États-Unis n'ont eu de meilleures relations que lorsque Donald Trump était président des États-Unis, avec notamment plusieurs points clés. C'est-à-dire qu'on doit à Donald Trump et à son gendre Jared Kushner, notamment les accords d'Abraham qui permettaient aux pays du Golfe de s'aligner avec Israël pour s'opposer à l'Iran. L'autre point qui était intéressant, c'était le fait que Donald Trump reconnaisse Jérusalem comme la capitale d'Israël et déplace l'ambassade américaine à Jérusalem. Et l'autre point aussi sur lequel Netanyahou donne un point à Trump, c'est la position sur l'Iran, parce que Donald Trump a cassé l'accord signé par Barack Obama et par certains pays européens pour adopter une ligne plus dure à l'égard du régime des Mollahs et à l'égard de Téhéran. Donc Netanyahou peut se dire que son rêve ultime, j'imagine, dans la région, qui est de pouvoir attaquer, de enlever la menace nucléaire iranienne, a plus de chances d'aboutir avec Donald Trump qu'avec une administration démocrate. Du côté de Donald Trump, par contre, est-ce qu'il veut véritablement une guerre ou est-ce qu'il veut véritablement une extension du conflit? C'est beaucoup moins certain, parce que l'objectif de l'administration démocrate, depuis ce qu'on appelle le pivot de Barack Obama dans les années 2010, à l'époque est annoncé avec Hillary Clinton, c'est que les États-Unis se concentrent vers le rival systémique, donc le seul pays capable de pouvoir les remplacer en termes de leadership mondial. Et ils se sont tournés, ils ont retiré leurs billes en Europe, au Moyen-Orient et dans une grande partie du monde pour se concentrer sur la Chine, qui considère comme le seul pays capable de pouvoir les remplacer. Donc vraisemblablement, Donald Trump va essayer d'adopter une position mixte qui est de limiter la casse à Gaza et de peut-être soutenir Netanyahou dans son réel projet, je pense, l'Iran, et donc d'affaiblir le régime des Mollahs pour essayer de faire en sorte que le conflit ne devienne pas régional et surtout que les États-Unis n'aient pas à intervenir une nouvelle fois au regard du traumatisme qu'ils ont avec la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Alors justement, pour passer à l'autre guerre qui nous intéresse aussi, ça se passe en Ukraine entre